Le moins qu'on puisse dire, c'est que Donald Trump marche sur l'eau, mesdames, messieurs, depuis l'affaire vénézuélienne. La Colombie n'a qu'à bien se tenir, dit-il de façon très claire et très explicite. L'Iran, bien évidemment, il évoque la possibilité d'accélérer les choses, la chute du régime en Iran, l'affaire du Groenland, intervention militaire ou achat, carrément, on va acheter le Groenland. Voilà, on achète le Groenland, comme si on achetait une tablette. Quoi. Au bon coin, le Groenland sur le bon coin. Le Groenland sur le bon coin, mesdames, messieurs. Et là, cette affaire de l'intervention des forces américaines en Atlantique Nord, pas très loin des côtes écossaises, sur un pétrolier battant pavillon russe. Alors là, humiliation pour Poutine, mesdames, messieurs, parce que les soldats américains sont descendus à bord, ont récupéré tous les marins qui se trouvaient à bord, et contrairement à ce qu'ont fait les Français il y a 3 mois, ils leur ont pas dit « vous repasserez dans 2-3 mois pour un petit procès ». Ils les ont embarqués aux États-Unis, mesdames, messieurs. Humiliation pour Vladimir Poutine. On va en parler avec l'amiral Alain Koldefy, ancien inspecteur général des armées. Bonsoir. Merci, amiral, d'être avec nous. Avec Claire Cambier, du service étranger. Bonjour Claire, merci d'être avec nous. Isabelle Saporta, notre remarquable et talentueuse éditorialiste. Nous sommes avec Renaud Pila, notre remarquable et talentueux éditorialiste. Et avec la remarquable et talentueuse Nivine Potros. Si on commençait par vous, Nivine, moi j'aime bien qu'on raconte bien les jolies histoires. Il y a des gens qui n'ont pas suivi de près le continuum de cette intervention américaine au large des côtes écossaises. Comment ça s'est passé? Qui, quand, quoi? Vous avez la parole. Alors, qui c'est ce navire que vous allez voir à l'image? Il s'appelle le Bella 1 ou le Marinera. Il a été saisi hier par les gardes-côtes américains au large de l'Islande après des semaines de traque. En fait, les États-Unis le soupçonnent tout simplement d'appartenir à une flotte clandestine qui transporte du pétrole russe, iranien, vénézuélien, et ce évidemment en toute illégalité. Depuis juin 2024, ce navire il est sous sanction du Trésor américain. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde la carte de ces derniers déplacements, vous la voyez à l'écran, les Américains, ils ont raison de le soupçonner, ce navire, de transporter du pétrole. Là, à la fin du mois de décembre, ce navire, vous le voyez sur la carte, eh bien, il s'est rapproché une nouvelle fois des côtes vénézuéliennes. Cette fois, les États-Unis ont décidé d'intervenir et de tout simplement partir à la poursuite de ce navire. Évidemment, les membres d'équipage s'en sont rendus compte. Ils ont décidé quoi? Eh bien, tout simplement de sortir leur pot de peinture. Pour faire quoi? Pour peindre un drapeau russe sur la coque du navire. Alors attendez, pendant que vous parlez, donc ils ont dépeint un drapeau russe pour dire on est russe, mais là on voit des images là, ça ce sont les images, on est bien d'accord, filmées par les Américains, de l'intervention en hélicoptère des troupes américaines sur ce pétrolier russe. C'est bien ça, hein? Alors non, ces images que l'on voit à l'antenne, ce sont des images qui datent de la fin du mois de décembre. Quand les Américains se rendent compte que ce navire, il s'approche du Venezuela, de la première intervention. Parce que cette traque, je vous l'ai dit, elle dure maintenant depuis une dizaine de jours, depuis la fin du mois de décembre. Et c'est à ce moment-là, sur ces images, quand on voit effectivement les effectifs américains s'approcher du bateau, que les marins décident de peindre un bateau russe sur la coque. C'est également à ce moment-là qu'ils demandent tout simplement à la marine russe de passer sous pavillon russe. Moscou décide là aussi d'intervenir. Alors ça, pardon, je vous interromps, Nivine, je suis pas très courtois, mais elles sont là, les images de l'interception d'hier. C'est ça, ces images. On voit le petit bateau américain qui s'approche du Marinera. De ce pétrolier. Les précédentes images, c'était le début de la traque. Là, c'est bon, c'est sa conclusion. C'est quand les Américains sont enfin parvenus à mettre la main sur cet équipage. Donc une traque qui aura duré Où est-ce qu'il va finir l'équipage là? L'équipage, il est parti en... Pour l'instant, on ignore le sort des membres d'équipage. On le verra tout à l'heure. Ils sont plus sur le pétrolier. Ils sont plus sur le pétrolier. Le ministre russe des Affaires étrangères, évidemment, a demandé à ce que les membres d'équipage russes, en tout cas, soient escortés et soient mis en protection. Parce que la Maison-Blanche, effectivement, a dit que ça faisait partie des possibilités qu'ils soient amenés sur le sol américain pour être jugés sur place. Exactement. Et ce qui est très, très, très intéressant, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque ce bateau fantôme, il décide de peindre sur sa coque un drapeau russe et
battre pavillon russe. La Russie le suit. La Russie envoie une lettre officielle aux États-Unis demandant à Washington de cesser immédiatement de traquer ce bateau. Sauf que là, Washington ne se laisse pas faire, refuse et décide coûte que coûte d'aller chercher ses membres d'équipage. C'est ça qui s'est passé hier et c'est ça qui est extrêmement important. Amiral, donc c'est un bateau sous sanction qui fait du trafic, de la vente, l'achat entre des pays sous sanction. Donc les Américains sont plutôt dans leurs droits. Ils ont fait ça dans les eaux internationales. Et ils ont le droit de faire ça ? Alors, si on respecte le droit international et à la Convention des Nations Unies, etc., il faudrait que, pour intervenir en haute mer, il faut constater des actes de piraterie, bien sûr, ou des actes franchement illicites. S'ajoute une autre couche, quand il y a une déclaration de l'ONU qui met sous sanction un bateau, ou d'une grosse entité qui est capable de la faire respecter, typiquement l'Union européenne ou les États-Unis, cette couche donne une certaine légitimité, mais en droit pur dans la Convention qui n'a pas été signée par les Américains. Je rappelle que les Américains ne ratifient jamais aucune des conventions internationales. Oui. Ça, il faut savoir, que ce soit dans le nucléaire, les armes, etc. Donc là, on est justement dans l'interprétation, les juristes adorent ça, dans l'interprétation du droit international. Les Français ont fait la même chose au large de Brest. On a fait la même chose. Bah alors, les Français ont fait la même chose. On le fait oui. Nous, on le fait. Hein. Oui, d'accord, tout le monde le fait. Bah, très bien. Non, pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Non. Ouais. Dans le monde occidental, seuls les pays qui en sont capables, c'est-à-dire les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, le font. D'accord. Les autres ne sont pas capables de le faire, même si techniquement c'est pas très compliqué. Regardez ce que dit un député de la Douma, c'est le Parlement russe, qui parle d'acte de piraterie. Oui. C'est un acte de piraterie du 21e siècle, c'est également la violation du droit maritime et des conventions de l'ONU. Il n'y a pas de réaction officielle, ni de Poutine. Non. Non, mais c'est des réactions de ma petite sœur. Ah oui. C'est des petites réactions tout mignonnes. Et il y a même Dimitri Sergueï Lavrov. Sergueï Lavrov dit oui, ce serait bien de ramener l'équipage à leur famille, quoi, pour des raisons humanitaires. On aurait imaginé un coup de colère, Claire Cambier, de Poutine qui dit qu'est-ce que c'est que ça ? Alors qu'ils avaient envoyé un sous-marin nucléaire. Qui Ça se transforme en ramenez-les à la maison. Ramenez-les à la maison. Ça serait quand même penser aux familles, quoi. Franchement, la réaction russe, c'est toute petite, Claire. Il y a en fait finalement deux lectures possibles face à cette affaire, puisque au-delà du Belawan qui a changé de nom en cours de route en battant pavillon russe. Alors attendez, ce bateau, parce qu'il faut le dire, ce pétrolier, il avait un autre nom il y a quelques jours, et ils ont repeint et ils ont changé de nom. Exactement. Il est devenu le Marinera. Il y a un autre bateau qui a été arraisonné, qui lui était dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes, exactement, et qui aujourd'hui est acheminé vers les États-Unis. On peut voir donc du coup deux niveaux de lecture. Soit les États-Unis veulent se montrer très forts sur le blocus pétrolier vénézuélien, forcer le Venezuela à faire un deal avec eux, à lâcher les fameux 35 à 50 millions de barils gratuitement pour les États-Unis, à respecter ce blocus et avoir la main mise sur ce pays. Là, ils se montrent très forts sur ce sujet. Ou alors, deuxième niveau de lecture, c'est effectivement montrer la force des États-Unis face aux ennemis, entre guillemets, et notamment à la Russie. Alors, quand on regarde ce deuxième niveau de lecture, c'est un petit peu la vision qu'en a la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui a aidé à l'opération pour arraisonner ce Belawan, en déployant de la logistique, etc. Pas des hommes, mais tout de même. Et autre information qui peut aller dans ce sens. Il y a le sénateur Lindsey Graham qui a annoncé que la fameuse loi qu'il essaye de faire passer depuis des mois, c'est-à-dire des sanctions supplémentaires sur tous les pays qui achèteraient du pétrole russe, eh bien, a priori, il aurait le feu vert de Trump et ça pourrait être voté la semaine prochaine. On peut donc du coup penser qu'effectivement, c'est une volonté d'avoir un coup de force contre la Russie. Donald Trump is walking, Renaud Pilat, Donald Trump is walking on the water. Il marche sur l'eau. Non, mais il marche sur l'eau. Et en plus, il y a un truc chez lui,
je sais pas si c'est la dopamine, là, quand on fait un footing, au bout d'un moment, on atteint le deuxième souffle et on est en situation de... Comment ça s'appelle? On est beaucoup mieux quand on fait un petit footing. Ouais. Euphorie post-sport. Euphorie, ouais. Une espèce d'euphorie du sport, là. Alors lui, une espèce d'euphorie. De la win. Suite au Venezuela, mais on ne l'arrête plus. L'autre jour, hier, il a dansé, il disait, regardez, il s'est moqué d'un transgenre, il a dansé expliquant que sa femme n'aimait pas qu'il danse, mais qu'il en avait rien à faire, qu'il dansait devant les Oui, mais millions. vous savez... Il est dans une truc de winner qui est incroyable. Et il faut bien dissocier le Donald Trump loufoque et facétieux du Donald Trump qui réussit tout en ce moment sur le plan international. Non, mais C'est incroyable. Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut les dissocier? Oui, il faut les dissocier. moi, Il faut les dissocier. L'erreur, ce serait de continuer à dire Trump est un guignol. mais moi, je pense pas. Trump, sur le plan international, est en train de réussir des choses et de restaurer Éric, la crédibilité américaine dans des proportions qui sont incroyables. Éric, oui, mais ça Incroyable. va. Que Moi, vous le vouliez ou non. Non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas dissocier les deux, parce qu'à côté de ça, ce que vous racontez sur l'entertainment de Trump, il donne à tous, au monde entier, un show hollywoodien de tout ce qu'il fait. Que ce soit le Venezuela avec Maduro, ou que ce soit cet arraisonnement-là. C'est-à-dire que le blast, il marche aussi parce que c'est cet homme de communication qu'il est. Mais c'est aussi... Lui, c'est la vitrine loufoque Monty Python, pour les amateurs de ces films, Monty Python. Et puis derrière, il y a une équipe extrêmement dure qui travaille. Pete Hegseth, Stephen Miller, son conseiller clé sur à la fois la révolution ultra-trumpienne qu'il y a sur le territoire américain, et puis la mainmise désormais sur ce qu'il appelle l'hémisphère occidental. L'hémisphère occidental, en gros, vous prenez l'hémisphère nord et on est chez nous partout. Et désormais, quand on a, et on va en parler dans 5 minutes, quand on a un budget militaire aussi puissant, aussi considérable, eh bien, nous sommes puissants chez vous. Mais ce qui est extrêmement intéressant d'un point de vue politique et historique, c'est que là, on a Trump 2. On a le deuxième mandat. Et en général, lors des deuxièmes mandats, il y a un essoufflement. On le voit en France de façon spectaculaire, avec Emmanuel Macron. Et c'est pas 2 mandats consécutifs. Non, c'est pas 2 mandats consécutifs. Mais il y a quand même... je dirais que c'était pas forcément simple d'être encore plus spectaculaire. Ouais. Et là, on a... C'est-à-dire qu'il avait fait le Capitole entre les deux. Pardonnez-moi, mais enfin, je pense que sur le spectaculaire, il nous a jamais... il a jamais manqué... voilà. Mais là, on a un changement historique du monde. Il faut Faut vraiment que les gens qui nous regardent, je dirais, non pas le comprennent, parce qu'ils comprennent tous aussi bien que nous ce qui se passe, mais c'est historique. Chaque image que l'on voit en ce moment est historique. Alors on s'habitue. Mais... Tous les jours, Il faut que nous parlions. Ah oui. Il faut que nous parlions de l'humiliation qu'a essuyé Vladimir Poutine. On a un Vladimir Poutine qui n'y arrive pas en Ukraine, qui met des années en Ukraine, avec cette image, moi, que je conserve en tête. Il pensait en quelques jours régler le cas de l'Ukraine, et on se souvient de ces chars embourbés entre la frontière sur la route qui mène à Kiev au mois de février 2022. Et depuis, eh bien, 3 ans et demi se sont écoulés. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et on a, en quelques minutes, ou allez, en quelques heures, cette opération minutée, incroyable, de l'armée américaine, avec la reconstitution dans le Kentucky du palais présidentiel de Maduro, une armée américaine hyper entraînée qui... Son opération spéciale, elle a duré 1 heure. Lui. Elle a duré 1 heure, sans essuyer un seul mort, une seule victime côté américain, va extraire le chef d'État d'un pays de plus de 40 millions d'habitants et le ramener aux États-Unis, où il va purger une peine, a priori, jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, le décalage est énorme. J'imagine que dans l'entourage de Poutine, on se tait, mais on se dit, Poutine est un loser. Moi, je pense que d'ailleurs, ça risque de mettre Poutine un peu en difficulté, ça, amiral, parce que, bon sang... Ils sont en état de sidération, je pense. Soudainement, ça devient criant. Moi, je ferai un tout petit bémol. Pour le moment, la superpuissance militaire américaine, qui a échoué au Vietnam, qui a échoué en Irak, au plan politique après, elle trouve matière à gagner. Et elle gagne parce qu'ils attaquent des plus faibles. Et le fait nouveau, c'est que le plus faible maintenant, c'est la Russie. Et c'est la Russie de Poutine qui est humiliée, comme vous le dites. Et jusque-là, on s'attaquait 40 millions d'habitants, Cuba doit y avoir 15 millions d'habitants, enfin bref, le Groenland, 50 000 habitants, je veux dire, s'attaque à plus faible, avec un gros marteau. Là, la Russie est humiliée.
car il est nettement plus fort militairement, et là ça se joue au plan militairement, que la Russie. D'où, je dirais, la stratégie de Poutine, on la connaît, hein, elle est écrite depuis longtemps, dissocier le continent américain du continent européen, fracturer l'Union européenne et casser la France, parce que depuis De Gaulle, on a une politique indépendante, en particulier en matière de dissuasion. Grâce à Trump, il a réussi à casser l'OTAN peut-être, hein, Oui. voilà. L'Union européenne n'est pas encore en ordre de marche, même s'il y a 20 ou 25 paquets de sanctions mais qui n'ont pas encore en ordre de marche. Et la France, on se défend encore un petit peu. Mais je trouve que là, le message important, Poutine a été humilié et ça laissera des traces. Alors moi, je ne suis pas assez expert, je veux dire, de ce qui se passe à l'intérieur du Kremlin, même si j'y suis allé plusieurs fois, mais tout dans des conditions officielles. Donc on ne peut pas savoir ce qui se passe véritablement. Mais on n'est pas avec un soviète. dans cette société militarisée où les gamins, pour la fête nationale, Oui. de 2-3 ans dans leur landau, ont un uniforme sur mesure, etc. Dans cette société où on apprend le maniement des kalachnikovs à l'école primaire, Oui. ou l'équivalent de la 6e, dans toutes les classes de la Russie, Oui. dans cette société ultra-nationaliste, ultra-patriote, où on cultive la détestation du géant américain, je peux vous dire qu'aujourd'hui, à mon avis, ce n'est qu'un avis subjectif, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui disent la réponse de Poutine à cette agression américaine devrait être très forte, il n'est pas à la hauteur, il doit y avoir des critiques quand même. Regardez sur les réseaux sociaux, les chaînes Telegram, notamment les plus jusqu'au-boutistes, celles qui sont pro-guerre en Ukraine et qui poussent le Kremlin toujours à aller plus loin. Effectivement, c'est vécu comme une humiliation et ça ne plaît pas du tout. Voilà ce qu'on peut y lire, par exemple. Trump, qui a mis le Venezuela à genoux du jour au lendemain, est en pleine euphorie. Il menace le Groenland, Cuba, la Colombie, l'Iran et nous-mêmes. Si les Américains arraisonnent notre navire et que nous nous contentons de déclarations genre les lignes rouges, eh bien ça convaincra Trump que nous ne sommes qu'un Venezuela de plus, peut-être un Venezuela en grand, mais un Venezuela de plus. Voilà. Ça, c'est pas forcément les propagandistes, c'est les chaînes Telegram. Oui, bien sûr. Mais la différence politique L'arme du temps du nucléaire, monde quand même. communiste, c'est qu'il y avait un soviète. C'est-à-dire qu'on démettait Khrouchtchev, etc., autour de la table. Ouais. Là, il y a un seul dictateur. Et c'est toujours très difficile de percevoir le moment où ça va craquer. Quand ça craque, ça craque d'un coup. Mais c'est très difficile. Pour le moment, il a bien la situation en main. Les Russes vivent dans une économie de guerre avec tous les inconvénients que vous dites. Inconvénients pour nous occidentaux, mais enfin, ils ont l'habitude. Donc, nous sommes, enfin, en tout cas, moi, je suis incapable de dire si ça va durer longtemps. C'est vrai que là, l'humiliation, elle risque de remonter. Mais il a un système tellement serré que, bon, après tout, ça peut passer. Il va peut-être se venger sur un petit. En même temps, il était quand même temps aussi, mais que Trump, après avoir avalé toutes les couleuvres qu'il a avalées avec Poutine, en le recevant, en lui faisant le tapis rouge pour essayer de le convaincre, en fait, qu'il fallait enfin parler avec lui sur l'Ukraine, qu'il montre un petit peu les muscles, non ? Je pense qu'il était quand même aussi temps de renverser un peu le rapport de force qui était plutôt à sa défaveur, malgré tout. Oui, parce que le combat des Américains, il est contre la Chine, et ils voulaient absolument éviter que les Russes se mettent dans les bras des Chinois. Et là, il a franchi un cap. La Russie est trop faible pour être un allié. Ça peut avoir des conséquences, justement, sur les discussions en cours. C'est-à-dire que là, on se dit qu'il y a vraiment un rapport de force ou une peut-être crise diplomatique entre les États-Unis et la Russie. Oui, ça peut donner quoi ? forcément, il y a un coup de pression qui est mis sur la Russie. Je vous parlais de cette potentielle loi qui pourrait être votée la semaine prochaine sur davantage encore de sanctions. Pour les Ukrainiens, voilà, c'est la preuve, c'est ce qu'ils disaient depuis des mois et des mois, que si les États-Unis voulaient mettre plus de pression, ils en étaient capables, ils pouvaient le faire. On va voir comment ça évolue maintenant dans les semaines futures. Est-ce que finalement, c'est juste un coup de pression et on s'en reste finalement à la sphère du Venezuela, parce que c'est quand même ça l'idée aujourd'hui, ou est-ce que les États-Unis seront prêts à l'avenir à frapper également les pétroliers qui transportent du pétrole russe ? Alors, il y a un élément totalement nouveau. Moi, je me méfie toujours des chiffres, parce que parler des chiffres, on en a marre des chiffres. Hein. Mais enfin, franchement, il y a un chiffre là qui vient de nous exploser au visage. C'est le nombre de milliards que l'économie américaine allait consacrer à la guerre, enfin à l'armement, en 2027, c'est ça ? Oui, 2027. Déjà, moi, j'étais très étonné hier lorsqu'un ancien militaire nous a dit, vous savez, le renseignement américain,
c'est le budget de l'armée française. Ouais, c'était dingue. Le budget annuel, juste le renseignement, hein, Ouais, juste pour se c'était dingue. renseigner, c'est le budget total de l'armée française. Ça, Ouais. c'est les États-Unis. Alors, le chiffre, mesdames, messieurs, tenez-vous bien, cramponnez-vous à votre fauteuil, à votre sofa, posez le verre de vermouth, posez le verre de thé matcha. Le chiffre que les États-Unis vont consacrer, ben voilà, à l'armement en 2027, c'est 1500 milliards. 1500 milliards de dollars. C'est inégalé dans C'est le ce qu'ils monde, souhaitent. dans l'humanité tout entière. C'est ce qu'ils souhaitent. C'est ce qu'ils Là, souhaitent. là, on est plus d'ailleurs à 900. En 2026, milliards de 900. dollars. Ouais. 900 voilà, cette année, en 2025. 25, voilà. L'année dernière, on a passé une année en 2025. Là, c'est ce qu'ils souhaitent. Ouais. Il faut quand même savoir qu'il faudra que ça soit voté, qu'il Congrès, qu'il y ait un déficit aussi aux États-Unis et qu'il faut aussi. Faut que ce soit voté. la suivre. Et alors, Donald Trump dit c'est grâce aux frais de douane. C'est vrai que les frais de douane, ça va me permettre d'acheter D'engranger comme des ça. milliards. Mais ce qui est... D'engranger des milliards. Pardon. Non, j'allais dire, il met aussi un gros coup de pression sur les chefs d'entreprise de l'armement aux États-Unis. Ce qu'il veut, là, c'est empêcher de verser des dividendes, empêcher de racheter des actions. Il voudrait même limiter les revenus des chefs de ces entreprises pour que cet argent, Ce soit j'ai vu que injecté. en 2024, selon les Échos, il y avait 54 milliards d'euros qui étaient consacrés à ces opérations financières, bien que cet argent vise plutôt à moderniser les entreprises. Je voudrais juste intervenir sur ce point. Tous les Européens qui achètent des matériels américains, vous savez qu'on achète en foreign military sales, c'est-à-dire on achète l'équipement américain, on n'a pas le droit d'y toucher, on achète comme ça. Et on a une chaîne à la queue leu-leu. Et il est évident que tous ceux qui attendent des F-35, ils vont attendre longtemps. Voire jamais. C'est comme les sous-marins australiens, ils les auront jamais. Hein. Parce que les Suisses et tout cela, ils passent en queue. L'industrie américaine, les forces armées américaines vont être prioritaires. Et dans ces cas-là, on n'est pas comme en France ou dans les pays occidentaux de l'Europe. Priorité à l'armée américaine, on développe un budget encore plus important. Il a toujours tangenté entre 600 et 900 millions de dollars. Milliards. De dollars, c'est-à-dire 2 fois le budget de la France. Milliards, pardon. Et c'est-à-dire 2 fois le budget de la France, quand même. Ouais. Et juste un dernier chiffre, le renseignement, oui, mais la recherche, c'est également le budget de la défense française. La recherche américaine. Donc Et c'est donc, qui l'échelle- bénéficie au monde civil. Hein. Oui. Mais Regardez les dépenses C'est militaires. délirant. Hein, c'est délirant. Les Mais oui, mais on le dépenses- sait depuis longtemps. hein. Oui, bien sûr. Mais- Les dépenses militaires donc aux États-Unis, c'est les plus élevées au monde et de loin. Regardez, d'abord les États-Unis, puis la Chine, puis la Russie. Ouais. Et ça ne suffit pas pour Donald Trump. Ah oui, alors moi, là aussi, je mets un bémol. 126 milliards en Russie, on fait beaucoup plus de choses qu'avec 126 milliards en Europe. Hein. Ouais. La parité de pouvoir d'achat est essentielle. Là, les instituts prennent les chiffres bruts, ce qui n'a pas une grande signification. En yuan ou en rouble, ça permet, comme les gens ne sont pas payés, ça permet de faire beaucoup plus de choses. D'accord, ah oui, très Ça, c'est important. intéressant ça. Mais moi, j'étais en train de regarder. Vous savez, Eric, tout à l'heure, vous rappeliez qu'il fallait pas le prendre pour un guignol, Donald Trump, etc., etc. Et en fait, les 1500 milliards, c'est les 5% en fait du PIB qui nous demandent à nous tous. Hein. C'est les 5% du PIB américain. Du coup, je me suis amusée à comptabiliser en fait si on additionne tous les budgets européens. Et là, tous les budgets européens, on est autour de 320 milliards. C'est-à-dire que dalle en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est des nains à côté des 1000 milliards ou des 1500 milliards à venir. Alors, j'espère qu'on va monter en puissance, mais pour le moment, nous, on n'y est pas aux 5% Sauf que- de l'Europe. Vous avez raison. Ni même de la France. Premier argument, on n'y est pas. Deuxième argument, On n'y sera jamais. c'est 1 ça. plus 1 plus 1 plus 1 n'égale pas 4. En réalité, les moyens militaires du Danemark, de l'Allemagne, de la France, etc., c'est pas 4, ça fait 2. Parce que, bien évidemment, tout ça n'est pas coordonné. Il ne faut pas imaginer que les forces militaires européennes correspondent à la stricte addition de toutes les Mais forces bien sûr, militaires on n'a pas, nationales. on n'a pas les mêmes boulons. C'est incohérent. On n'a pas les mêmes boulons, on n'a Quand pas les mêmes on n'a rails, on n'a pas les mêmes. boulons, Non, mais Là aussi, Il y a quand même beaucoup de choses. là aussi je voudrais faire... Attention, nouveau bémol de l'amiral Coldefy. il est là pour C'est l'amiral bémol depuis tout à l'heure. Oui, pourquoi pas, après tout. C'est joli. Ça plaît à mon tempérament de musicien. Non, il n'y a pas d'armée dans l'OTAN. Ouais. Il n'y a pas d'armée dans l'OTAN. Il y a des états-majors, il y a des capacités de commandement, il y a des moyens communs, c'est les AWACS, c'est tout. Voilà. Et donc, on fait travailler
au jour d'aujourd'hui, c'est un peu idiot, mais les Danois, comme vous parlez des raccords, enfin, il y a bien longtemps qu'on plug de façon, surtout dans la marine et dans l'armée de l'air, qu'on plug de façon indifférente. Non, mais je caricaturais, mais on disait qu'en Ukraine, c'était compliqué d'envoyer parce qu'on n'avait pas les mêmes pièces. Mais oui, mais c'est l'OTAN aussi. Or, qui irait dire autour de cette table que l'OTAN est nulle? Non. L'OTAN, ce qui fait la différence avec une armée européenne, si on considérait qu'elle puisse exister un jour, c'est les capacités de commandement qu'apportent les Américains, les capacités de renseignement qu'apportent les Américains et les capacités de transport lourd et à longue distance qu'apportent les Américains. Et nous, on apporte quoi, alors, monsieur, mon amiral, parce que l'aviation. Non, on apporte des sous-marins nucléaires d'attaque, moins que les Américains, avec les Brits. On apporte des chars. La surveillance aérienne. On apporte de très bons missiles. Mais... Dites, amiral, je vais faire du dièse après. Hein. J'ai cassé une croûte avec un vieux copain hier soir, qui connaît un peu, mais enfin, c'est pas un grand expert, les questions militaires. Et il m'a dit, en réalité, quand on voit ces Danois humiliés avec l'affaire du Groenland par les Américains, qui se sont précipités pour acheter des F-35, qui sont précipités pour acheter des équipements américains, trahissant au passage moralement les alliés européens et les Rafales français. Bon, en réalité, me disait-il, ils sont équipés, ces avions, d'un bouton. Et si Trump appuie sur ce bouton, il rend inopérants les armements qu'il vend aux Européens. Est-ce que c'est vrai? J'imagine que le bouton n'existe pas. Mais est-ce que Trump peut rendre inopérants les armes qu'il a vendues aux Européens? Et tout le monde le fait. Bien sûr. Et nous aussi? Bien sûr. Avec les Rafales? Il faut l'autorisation au préalable pour pouvoir les utiliser. Ah non, la silence radio. C'est une bonne nouvelle, vous voyez. Merci pour la grande Non, mais on n'est pas idiots quand même. On se réjouit. Ça existe depuis toujours. Mais comment on fait pour les désactiver? Non, on les active. On les active. Ils ne sont pas actifs en permanence. C'est une bonne nouvelle. On se dit qu'on avec Actuellement, c'est des puces ou des systèmes. De mon temps, c'était d'autres systèmes, mais on est capable de. Donc, on-off. Donc, un pays scandinave. Sauf que les Américains, depuis la dissuasion nucléaire avec les Anglais, où il y avait une double clé, maintenant c'est des puces dans les missiles Trident et les têtes et les corps de rentrée. Maintenant, on parle du F-35, il y a des puces dans le F-35 qui peuvent être mises en fonction et qui peuvent annihiler un certain nombre de fonctions de guerre électronique, de brouillage, ou peut-être de donc ça veut dire qu'imaginons un scénario. Un pays scandinave, pas très loin de la frontière russe, a acheté des équipements aériens américains. Ouais. Et dans le même temps, il se sent agressé par la Russie. Et dans le même temps, Poutine et Trump sympathisent un peu mieux qu'en ce moment. Là, ça va. C'est pas impossible que ça aille bien entre Poutine et Trump dans 6 mois. Allez savoir. Et donc, Poutine peut dire, écoute-moi bien, Trump peut dire à Poutine, écoute-moi bien, les Norvégiens ou les Danois qui veulent utiliser leur F-16 qu'on leur a vendu contre toi, je vais les désamorcer. Enfin, ça pose une vraie question de souveraineté quand même, bien sûr, militaire. mais pourquoi croyez-vous que les Suédois aient une industrie d'armement plus faible que la nôtre, mais qui leur confère une certaine autonomie? Parce qu'eux, ils sont en première ligne, derrière la Finlande, mais et ils savent depuis toujours, même s'ils étaient neutres jusqu'à il y a 3 ans, ils savent très bien qu'ils doivent bénéficier de leurs propres armements. Et la France? Non, mais nous, bien sûr, on est depuis De Gaulle, on est comme ça. Heureusement qu'on a eu De Gaulle. Depuis De Gaulle, on est comme ça. Mais je prends la Suède parce que vous avez peut-être remarqué que notre armée de l'air et de l'espace vient de commander des avions suédois pour remplacer les Boeing, les fameux AWACS, qui vont arriver à échéance dans quelques années. Et déjà, on s'est tourné autour d'un partenariat entre la France et la Suède, etc., vers des équipements européens qui nous assurent, je veux dire, que nos équipements ne seront pas switchés à distance comme ils peuvent l'être. Et les Européens, je dirais, ont fermé les yeux. Leur sécurité était assurée. Bon, si le gardien a les clés, tant pis. Hein. Mais je peux dire un mot juste sur l'économie, parce que j'ai toujours un prisme économique, moi, sur la géopolitique. Il faut vraiment s'apercevoir que, et c'est malheureux, c'est très compliqué d'intégrer la faiblesse. Surtout nous, on a Versailles, on a Chambord, on a la famille capétienne, on a les rois. Enfin, je veux dire, c'est très dur. La Renault Clio, désormais fabriquée en Chine. Enfin, on a plein de trucs super. La baguette, un excellent saucisson. Mais nous avons. Là, j'étais ironique. Nous sommes en train de descendre de 30 étages. Donc, on a le mal d'altitude à l'envers. Et c'est très très dur pour nous Français, mais vraiment parce qu'en plus on est culturellement liés à l'État.
Napoléon. On est lié à l'État. On est un peuple, on dit très politique, mais également on est un peuple très géopolitique. Et moi, je vois bien toutes les réactions sur les réseaux sociaux qui sont pas, comme on dit, la mousse. Aujourd'hui, il y a 8 millions de Français, 10 millions de Français qui disent mais c'est pas possible, pourquoi on réagit pas, pourquoi on n'agit pas. Mais pardonnez-moi, mais quel argent on a ? Quel argent on a ?